Salut Internet! Ce soir, à notre mardi en direct, je vous parle d'apprivoiser la mort. Est-ce que la mort, ça vous fait peur? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous avez rédigé votre testament, dernière volonté? Il y a beaucoup de gens qui pensent que de faire leur testament ou de faire leur dernière volonté, ça va les faire mourir plus vite. Alors, suivez ça dans notre mardi en direct. J'ai les réponses pour vous. Et si vous aimez les vidéos des mardis en direct, s'il vous plaît, un petit pouce en l'air. Mettez des commentaires en bas dans la barre de commentaires. Moi, je vais vous lire et partager les vidéos. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir. Je veux juste arranger quelque chose sur mon ordinateur. Parfait. Donc, j'espère que vous allez bien. Et je suis contente de vous retrouver. Je vais vous laisser tranquillement arriver avant de trop jaser, hein, parce qu'il y a toujours un petit délai. Donc, Manon est arrivée, Manon René. Allô Manon? Louisette, Julie Turcotte aussi qui est là, Rina Lagacé, Stéphanie Fradette, Madeleine Michelson, Céline, c'est gentil, vous êtes des beaux mots, Chantal Deschênes qui est là, Lucie Sans Façon, Lynn, Steve, Lisotte. Steve, ça fait un petit bout de temps, il me semble que je t'ai vu. Muguette qui est là ce soir, Guylaine Coton aussi, Suzanne Tremblay. Oui, je suis contente d'être de retour avec vous. Je reprends du mieux tranquillement. On y va tranquillement. Mais je suis contente, je m'ennuyais de vous autres, puis je vais vous dire, là, même si je voulais faire un live avant ou faire quelque chose avant, ben j'aurais vraiment pas pu. Mais le cœur y était, hein, je disais, j'ai hâte, il faut que ça aille plus vite, mais en même temps, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps quand on a des opérations, quand on a des chirurgies. C'était rien de grave, n'inquiétez-vous pas, c'était rien de grave, mais c'était quelque chose qu'il fallait qu'il se fasse. Et j'en ai profité de prendre un petit 2 semaines de congé. 3 semaines cette semaine, il me reste encore une semaine. Mon médecin veut que je sois encore en convalescence pendant une semaine. Mais après ça, hop là, que la madame est pleine d'énergie. Donc, je ne suis pas seule ce soir, je ne suis pas de retour toute seule, je suis avec mon beau Michel. Allô, Michel? Bonsoir tout le monde. Hein, vous nous avez manqué, oui, vraiment. Alors, je pense que vous êtes pas mal tous arrivés, qu'on peut commencer. Donc, dans un premier temps, je veux vous dire un grand merci pour tous vos vœux. Tous vos vœux de prompt rétablissement, vos questionnements, etc. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Les énergies positives que vous m'avez envoyées m'ont aidé énormément. Je veux aussi surtout remercier Isabelle qui, pendant mon absence, elle a accouché d'un beau bébé. Puis, elle a quand même continué à s'occuper de certains d'entre vous parce que tout est arrivé en même temps. J'ai fait le lancement de ma nouvelle formation Communiquer avec l'au-delà. Je tombais en vacances, je tombais en opération. Isabelle accouchait. Mais malgré tout, Isabelle a tenu le fort pas mal bien. Et là, elle revient elle aussi progressivement. Fait qu'on va vous demander encore à tous de la patience et de la compréhension. Ça va prendre encore quelques jours, peut-être 2 ou 3 semaines avant qu'on soit à 100% de nos énergies, à 100% en forme pour qu'on puisse vous revenir pour répondre à toutes vos questions, faire le suivi avec vous. Mais inquiétez-vous pas, on est là, on vous suit même de loin un peu, hein? Donc, je vais reprendre graduellement. Mais les messages à vos défunts aussi. Non, vous hallucinez pas, j'ai un petit ami avec moi. C'est le chat de mon fils et de ma bru qui a décidé ce soir qu'il faisait des siennes. C'est ça. Hein? Fait que, donc, oui, je vais reprendre graduellement les messages de l'au-delà. Messages que je fais à tous les jours sur mon YouTube et messages que je fais à tous les jours sur mon Instagram. Je vais reprendre ça à partir du début du mois de novembre. Première semaine de novembre et des poussières. Je vais recommencer à faire pour vous des messages de vos défunts avec les photos que vous m'envoyez sur messagedelaudelà.com. Mais ce soir,
j'ai canalisé des messages pour vous, OK? Alors, le message, pas le message, pardon, mais notre sujet de ce soir, apprivoiser la mort. Et j'avais décidé de ce sujet-là avant même de connaître tout à fait la sortie de mon livre. Mon livre qui porte le même nom, bougez pas une seconde, je vais vous le sortir ici. Donc, apprivoiser la mort. Mon livre que plusieurs ont, hein, j'ai lu dans certains de vos commentaires, vous êtes plusieurs à vous l'avoir procuré, mais sachez qu'il est sorti fin septembre et il est déjà en réimpression. Donc, un grand merci à tout le monde. Alors, notre sujet ce soir, apprivoiser la mort. La question que je vous pose puis que je veux que vous me répondiez dans les commentaires, avez-vous peur de la mort? Puis si vous avez peur de la mort, écrivez-moi pourquoi. Si vous m'écrivez non, c'est correct. Je n'ai pas peur de la mort, parfait. Écrivez-moi non. Mais ceux qui me répondent oui, ceux qui ont peur de la mort, j'aimerais ça que vous me répondiez dans les commentaires pourquoi. Qu'est-ce qui vous fait peur en ce qui concerne la mort? Est-ce que c'est de ne pas vous rappeler ceux qui sont restés ici sur le plan terrestre puis d'avoir peur de les oublier? Est-ce que c'est d'aller en enfer? Est-ce que c'est le néant? Puis, Michel, je te pose la question à toi. Est-ce que tu as peur de la mort, toi? Pour l'instant, non. Oh, pour l'instant! Je me sens en santé, donc pour l'instant, non. Ah, mais c'est vrai, c'est correct que tu apportes cette réponse-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas la question tant qu'ils n'ont pas eu un proche qui s'est décédé. Tant qu'ils n'ont pas eu une personne très malade autour d'eux qui était sur le point de mourir, qui sont morts, ou même, comme tu dis, Michel, je suis en pleine santé, fait que je pense pas à ça, fait que la mort, elle me fait plus ou moins peur. Mais ça se peut, mais je veux dans vos commentaires que vous me dites si vous avez peur de la mort, qu'est-ce qui vous fait peur de la mort, OK? Maintenant, est-ce que, parce que moi j'ai des définitions des peurs de la mort, est-ce que c'est l'inconnu? Hein? On ne sait pas réellement à quoi s'attendre quand on va arriver de l'autre côté. Est-ce que, bon, je l'ai dit, la peur du vide, la peur du néant? Est-ce que c'est la peur du purgatoire? Parce qu'on le sait, hein, la religion catholique nous a amenés dans la peur. En parlant du purgatoire, quand tu vas arriver de l'autre côté, si tu n'as pas confessé tes péchés, tu vas être puni, etc. Donc, tu t'en vas dans un endroit. Et ce qu'on appelle le purgatoire aussi, ou la définition du purgatoire, c'est un endroit où les âmes vont être en attente. Bon, là, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi le terme, si c'est le jugement dernier, si c'est le retour du prophète, ou etc. Mais je sais que l'endroit qu'on appelle le purgatoire, on dit que les âmes sont là en attente et que s'ils entendent des voix, mais il ne faut pas qu'ils répondent, il ne faut pas qu'ils écoutent, il ne faut pas qu'ils aillent vers ces voix-là parce que c'est le diable. Mais dans la réalité, le purgatoire, qui est très négatif, qui est vu négativement, mais je dirais que moi, je le compare à ma salle d'attente. J'appelle ça la salle d'attente. Quand on meurt, on arrive dans un endroit que j'appelle la salle d'attente. Et la salle d'attente, c'est loin d'être un purgatoire. Pour moi, la salle d'attente, c'est une salle de réveil. Hein? Tiens, je pourrais la comparer avec quand je suis sortie de mon opération. Ah, tiens, puis je vais faire une parenthèse. Quand je suis sortie de mon opération, ils nous amènent dans ce qu'on appelle une salle de réveil. Et dans cette salle de réveil-là, il y a une gentille infirmière qui est là, puis qui attend qu'on se réveille pour nous parler, pour prendre nos signes vitaux et tout ça. Puis je voudrais remercier l'infirmière qui était là à la sortie de mon opération parce que quand j'ai commencé à me réveiller, à m'ouvrir un œil, elle me dit « Bonjour, Madame Coulombe, ça va bien? » Puis il te parle fort, tu sais, pour te réveiller, puis prendre conscience que tu es là. Et elle commence à me jaser, puis elle me dit « Je vous suis le mardi soir. » Ça fait drôle, tu sors de l'opération, puis la première infirmière, la première personne qui te voit dit « Bonjour Madame Coulombe, je vous suis le mardi soir. » Fait que je voudrais dire bonjour à l'infirmière. Et mon Dieu, je me souviens, je pense de lui avoir demandé son nom, mais écoutez, j'étais dans les vapes complètement, fait que je me souviens même pas de son prénom, mais je voudrais la remercier. Je sais qu'elle nous suit le mardi soir. Alors, je vais comparer. Quand on meurt et qu'on arrive de côté, oui, on arrive dans un endroit comme la salle de réveil. Puis moi, l'infirmière, elle a eu beau me parler. Bon, je savais que je sortais d'une opération, mais je me suis rendormie tout de suite. L'effet de l'anesthésie et tout ça. J'ai oublié le nom de l'infirmière. Donc,
quand on meurt, on arrive de l'autre côté, dans une salle de réveil, puis oui, on prend conscience qu'on est décédé, oups, on perd conscience. On prend conscience qu'on est peut-être plus à terre, oups, on perd conscience. Donc, cet endroit-là que moi j'appelle la salle d'attente, bien, dans la religion catholique, on l'appelle le purgatoire, mais on la met beaucoup plus négative, on la met beaucoup plus épeurante, dans le sens où il ne faut pas répondre si on entend des voix. Mais dans la réalité, les voix qu'on entend, c'est les gens qui sont sur le plan terrestre puis qui nous font des prières. C'est les personnes qui sont sur le plan terrestre puis qui se disent et qui se demandent « Oh papa, j'espère que tu es bien. » Puis « Oh papa, là, réponds-moi, fais-moi un signe, dis-moi que tu es là. » Et le papa en question, lui, il entend les voix, mais s'il a été élevé, éduqué dans la croyance qu'il y a un purgatoire de l'autre côté, il ne vous répondra pas. Parce qu'il va avoir peur, là, la voix qu'il entend, il n'est pas supposé l'entendre, là. Parce que s'il l'entend, c'est pas vous, c'est un diable. Donc, le purgatoire. Alors, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que la peur de la mort amène à dire « Ouais, mais t'as coup, j'arrive au purgatoire. » Ensuite, l'autre peur que je vous parle, c'est la peur de souffrir. Donc, on n'a pas vraiment peur de la mort, mais on a peur de souffrir avant de mourir. Puis moi, je dois dire que la mort ne me fait pas peur. Loin de là, j'ai même hâte de mourir. Bon, je ne suis pas pressée. Je ne suis pas pressée. Mais oui, j'ai hâte de mourir parce que j'ai hâte de me retrouver de l'autre côté à 100% consciente pour valider, pour voir, pour retrouver ce que j'aime, puis de tout ce que je dis ici sur le plan terrestre. C'est comme si on parlait d'une destination voyage, puis qu'on en parle pendant des années, mais on a hâte d'aller à cette destination voyage-là pour confirmer, pour dire oui, c'est vrai, il y a des beaux palmiers, oui, le sable est blanc, oui, la mer est chaude, oui, le soleil est chaud, oui, il y a telle chose qu'on peut visiter. Mais moi, j'ai hâte à ce moment-là. Donc, j'ai pas peur de la mort. Mais j'ai peur de souffrir avant de mourir. Ça, je vous parle de ma peur à moi. Moi, j'ai peur de souffrir avant de mourir. La souffrance me fait peur. Et pourtant, puis remarquez, je parle peut-être à travers mon chapeau, là, mais je calculais ça, je pense que c'est ma 10e ou 11e opération que j'ai vécu, puis je suis dure à mon corps. Je suis dure. Là, j'ai certaines douleurs, mais j'ai pris des antidouleurs pendant 3-4 jours après mon opération. Puis après ça, j'ai dit non, c'est assez, les antidouleurs, ça me rend malade, j'aime mieux pas les prendre. Puis j'ai de la souffrance, sauf que je l'endure. Donc, je suis pas mal dure à mon corps, mais il reste que, Marilyn, j'ai peur de souffrir avant de mourir. Moi, c'est ça ma peur de la mort. Mais la mort comme telle, non, j'ai pas peur. J'ai pas peur de ce qui m'attend après. J'ai pas peur de ce qui m'attend pendant. J'ai pas peur du tout de ça. Mais la peur de souffrir, oui. Michel, est-ce que dans les commentaires, il y a des gens qui ont parlé de leur peur? Oui, il y en a beaucoup oui, qui m'ont parlé. Attends une minute, là, je vais en récupérer. Il y a Oui. Yolande Salem qui dit la Oui. peur du purgatoire, l'enfer. Exact, oui. Ensuite, il y avait une minute, il s'est sauvé. Vas-y. J'en ai vu une, pendant que tu en cherches une, j'en ai vu une aussi qui disait, elle, c'était la peur d'être séparée de ses enfants. Oui, ben il y en a plusieurs, c'est l'abandon des personnes qui L'abandon des personnes qui restent sur Terre, hein? Puis oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi comme... Il y a Sylvie Lemire qui dit « Oui, très peur de laisser mes enfants avec un vide immense, comme j'ai ressenti lorsque j'ai accompagné ma mère vers l'autre côté. Ouais. Malgré tout, je garde une crainte, mais je me dis que c'est sûrement beau et je retrouverai tous ceux qui m'attendent de l'autre côté. » Oui, tout à fait. J'ai Patrick Giroux aussi qui dit « Ce qui me fait peur, c'est d'avoir après moi toutes ces entités qui n'arrêtent pas et qui grouillent constamment, toujours trop près de moi. » C'est vrai, Patrick, parce que quand on va mourir, il y a des entités, il y a plein de gens qui vont être autour de nous, mais principalement notre ange gardien et ceux qu'on a aimés. Mais éventuellement, Patrick, c'est sûr que vous allez croiser d'autres sortes d'entités. Ça, c'est sûr et certain. Il y a Francine Peterson qui dit « J'ai ouais. très peur de la mort, c'est l'inconnu, je crois. » Oui, beaucoup l'inconnu. Bon, il y a la perte, l'abandon, la perte de dire de quitter ses enfants. Quand on est un parent qui laisse des enfants qui sont beaucoup plus jeunes ici sur le plan terrestre, c'est la peur de comment ils vont tourner quand je vais être partie, et qui va s'occuper d'eux, etc. Donc, oui,
il y a ça. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi? Beaucoup ici, hop, vas-y. Souffrance avant de mourir, on voit ça. Caroline qui ne veut pas être dans un endroit où c'est triste puis c'est le néant, c'est vrai. Il y a Diane Gadouri qui dit oui. Oui, moi j'ai un peu peur de voir comment je vais réagir en arrivant de l'autre côté. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est vrai, Diane, parce que on peut avoir peur de soi-même. On peut avoir peur de soi-même, de comment on va réagir. Je n'avais pas fait l'analogie quand je vous parlais tantôt de la salle de réveil là, après l'opération parce que habituellement, je parle toujours de la salle d'attente. Je parle toujours de l'endroit où on va arriver quand on va mourir, qui est une espèce de salle d'attente où on va prendre tranquillement conscience. Mais je pense que je vais ramener aussi beaucoup la partie de la salle de réveil après une opération parce que c'est vrai, on ne sait pas comment... Quand je me suis réveillée de l'opération, je savais que je venais de me faire opérer. Je savais que j'aurais mal. Mais puis là, c'est quand tu te réveilles dans la... Puis là, tu dis, OK, est-ce que j'ai mal? Est-ce que j'ai tous mes morceaux? Est-ce que... Donc, puis comment nous, on réagit? Est-ce que je vais me mettre à crier? Est-ce que je vais avoir peur? Est-ce que je vais être de bonne humeur? Est-ce que je vais être pleine d'énergie? Est-ce que... Oui, c'est vrai. Diane, vous avez raison. On peut avoir peur de sa propre réaction. Tout à fait. C'est Vicky Coulombe qui dit « Oui, j'ai très peur, oui, de souffrir, mais surtout de ne plus vivre. J'aime la vie et ça m'angoisse qu'il n'y ait plus rien. » Oui, bien encore là, c'est le néant, hein? C'est le néant, c'est le vide. Et il y a une personne tantôt dans les commentaires, peut-être que vous l'avez lu, quand j'ai parlé qu'on aurait notre live de ce soir, que j'étais de retour pour faire notre live de ce soir, j'ai un monsieur Mario qui a écrit ouais, mais personne n'est revenu pour nous le dire comment ça se passe de l'autre côté. Tu sais, on parle de l'au-delà, mais il n'y a jamais personne qui est revenu. C'est faux. Ça, là, quand on dit ouais, mais il n'y a jamais personne qui est revenu, c'est une expression, c'est rendu une expression parce que c'est complètement faux. Il y en a plein de gens qui sont revenus nous dire comment ça se passe de l'autre côté. Je pense que justement dans les commentaires, tantôt, j'en ai vu un passer d'une personne qui en a fait une EMI. Donc ça, c'est une expérience de mort imminente. Quelqu'un qui est décédé, qui est allé de l'autre côté pendant X nombre de temps. Ça peut être de quelques secondes à quelques minutes et qui est revenu après et qui nous raconte leur expérience. Donc, c'est faux. C'est tout à fait faux de dire, de continuer de dire, oui, mais il n'y a jamais personne qui est allé l'autre bord puis qui est revenu nous dire comment c'était. C'est faux. Il y en a des gens qui sont allés de l'autre côté puis qui sont revenus. Je vais me pencher sur ce sujet-là dans les prochains mois pour faire vraiment des capsules, pour faire vraiment des lives avec vous, des mardis en direct avec des personnes qui en ont vécu des EMI. Je vais faire des recherches aussi sur le taux de, le pourcentage de personnes qui font des EMI, puis que là, la plupart, moi, tous les commentaires que j'ai lus, les histoires que j'ai lues, les expériences que j'ai lues, c'était tout positif. C'était toutes des gens qui retrouvaient des personnes décédées, qui étaient dans la lumière, qui étaient... j'ai rarement... Je me souviens même pas d'avoir lu un mauvais épisode, une mauvaise expérience, quelqu'un qui est allé dans le noir, quelqu'un qui est pas revenu, bien, qui est revenu, mais avec des séquelles, qui a vu des démons et tout ça. Je pense pas avoir jamais lu ça. Mais ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais faire mes devoirs puis je vais aller faire des recherches de ce côté-là. Mais oui, je vais revenir avec ce sujet-là parce que c'est hyper intéressant. Donc, à tous ceux qui ont peur de se retrouver dans le vide, de se retrouver dans le néant, bien, je vous dirais, avec toutes les histoires qu'on nous raconte de gens qui effectivement ont fait les expériences, bien, ça pourrait nous donner confiance, de un. De deux, moi, Marilyn, je suis jamais allée de l'autre côté en pleine conscience, c'est-à-dire je suis jamais morte. Je suis jamais morte dans cette vie-ci, j'ai jamais fait de EMI, j'ai même pas sur un petit peu avoir eu l'impression d'être morte puis d'être revenue, pas du tout. Je vous parlais tantôt que j'ai fait à peu près une dizaine d'opérations. Mais de toutes mes opérations, je ne me souviens pas d'être revenue avec des images, des rêves, des sensations qui s'étaient passées pendant ma période d'anesthésie. Jamais. OK? Du plus loin que je me souvienne, je ne me souviens pas d'avoir vécu une expérience particulière. Donc, moi, Marilyn, je ne suis jamais allée de l'autre côté en pleine conscience puis être revenue pour vous raconter tout ce que je vous raconte depuis des années.
Par contre, la façon dont je le fais, la façon dont je m'assure comment c'est de l'autre côté, c'est en communiquant avec des personnes qui sont décédées. Et encore une fois, je vais faire le même exemple de partir en voyage. Je ne suis jamais allée en Belgique, mais j'ai plein d'amis. J'ai plein de gens qui sont déjà allés en Belgique, avec qui je vais correspondre, avec qui je vais parler et qui vont me raconter comment c'est la Belgique. Donc, je peux vous parler de la Belgique parce que ces gens-là m'ont raconté. Alors, je vous raconte. En Belgique, il y a telle chose, il y a telle chose. Ça se passe comme ça se passe comme ça. Mais je vous le raconte parce que quelqu'un est allé, parce que quelqu'un m'en a parlé. Alors, quand je vous parle de la communication avec les personnes décédées, quand je vous parle comment c'est de l'autre côté, quand je vous parle de la salle d'attente, quand je vous parle du 6e niveau, le plan parallèle au nôtre, quand on parle du paradis, quand on parle des limbes, quand je vous dis que pour plusieurs défunts, il y a de la confusion, quand je parle des étapes qu'on vit quand on arrive de l'autre côté, tout ça, ben, je vous en parle parce que j'ai eu des milliers de communications avec les personnes décédées. Pas une, pas deux, pas trois, pas 5, pas 10. J'en ai eu des milliers. Donc, à force de parler avec tout ce monde-là, ben, c'est toutes ces expériences-là que je peux vous parler aujourd'hui, que je peux témoigner de ces expériences-là parce que c'est à force de parler avec ces personnes-là. Donc, le néant, ça ne doit pas exister. Puis, savez-vous quoi? Ça, je l'avais dit, c'est Gilles Proulx. J'avais eu un commentaire avec l'animateur de radio Gilles Proulx à un moment donné. Et je lui avais dit, vous savez, M. Proulx, moi, je crois qu'il y a quelque chose après la vie. Je crois qu'on ne vit pas ici sur le plan terrestre. On ne va pas avoir toutes les souffrances qu'on a, toutes les émotions qu'on a, toutes les victoires, toutes les peines, tous les échecs, toutes les choses qu'on vit. Il faut que ça ait une signification, il faut que ça ait un résultat. On ne peut pas finir notre vie ici avec tout ce qu'on a de bagages, tout ce qu'on a d'accompli pour qu'il n'y ait rien après, que ce soit le vide, le néant. Mais je dis, M. Proulx, entre vous et moi, là, si jamais il n'y a rien de l'autre côté, que c'est le vide puis le néant, bien, on ne le saura jamais. Ni vous, ni moi, parce qu'on n'en prendra pas conscience. Donc, pour tous ceux et celles qui ont peur que ce soit le vide ou le néant après, je peux juste vous dire une chose, c'est que si c'était ça, la vie après la mort, qu'il n'y a rien, c'est le vide puis le néant, on ne le saura jamais. On ne s'en rendra pas compte. On n'en prendra pas conscience parce qu'on ne sera plus là. On ne sera plus là. Mais par contre, et ça aussi, je l'avais dit à M. Proulx, mais si on arrive de l'autre côté et on se rend compte qu'il y a quelque chose, bien, j'ai dit, vous viendrez me voir puis vous viendrez me le dire. Et il avait bien ri. Mais n'empêche que c'est vrai. OK? Puis la meilleure solution que j'ai pour vous, quand on a peur de l'inconnu, le vide, le néant, le purgatoire, souffrir avant de mourir, ce qui nous attend après et tout ça, bien, moi, je vais vous dire, la meilleure solution à faire lorsqu'on a peur de la mort, savez-vous c'est quoi? Bien, c'est de vous intéresser au sujet et c'est de vous documenter sur le sujet. Ça veut dire d'assister à des conférences comme je le fais ou que d'autres médiums font, de lire des livres comme j'écris, comme celui-là, Apprivoiser la mort, ça va vous enlever beaucoup de peur. Ça va répondre à beaucoup de questions, que ce soit les autres livres que j'ai écrits ou que ce soit des livres que d'autres médiums écrivent aussi. Donc, de lire, de suivre des formations. Je vous ai parlé il y a quelques semaines, j'ai lancé ma nouvelle formation « Apprendre à communiquer facilement avec l'au-delà ». Cette formation-là, je vais la rouvrir dans quelques semaines, OK? Je vais rouvrir cette formation-là parce que vous avez été nombreux à dire « j'ai pas eu le temps, j'avais pas vu ». Ben, inquiétez-vous pas. Puis je suis en train de la peaufiner. Je vais revenir aussi avec les gens qui se sont inscrits. On va travailler ça tout ensemble pour que ça soit la plus belle des formations que vous ayez jamais suivies pour la communication avec les personnes décédées. Puis avec ça, vous allez comprendre la mort parce que d'ailleurs, dans cette formation-là, j'explique les 10 niveaux de conscience qu'on arrive quand on arrive de l'autre côté. Par exemple, la salle d'attente, j'en parle. Donc, d'aller vous informer, c'est ça qui va enlever vos peurs. C'est ça qui va vous donner, puis lisez pas juste une chose, lisez plusieurs choses. Puis, lisez pas des histoires à vous faire peur. Il y a plein de beaux films d'horreur qui nous expliquent bien comment ça se passe de l'autre côté, mais c'est tourné en film d'horreur. Je ne vais pas vous faire écouter ça. Par exemple, le film Sixième Sens. Sixième Sens qui est hyper bon, mais je ne vous ferai pas nécessairement écouter ça parce qu'il y a des bouts, ça fait peur. Un que je pourrais vous conseiller au-delà de vos rêves,
Hein, le film avec Robin Williams. Puis encore là, il y a un petit bout vers la fin, là, parce que sa femme, elle s'en va en enfer, puis lui, il va descendre en enfer pour aller l'aider à remonter dans les mondes de lumière, puis il perd un petit peu conscience. Il y a des bouts, ça peut faire peur à certaines personnes. C'est malheureux que ça fasse peur parce qu'il y a des bonnes explications dans ces films-là. Fait que si vous ne voulez pas avoir peur de la mort, lisez pas ou écoutez pas ce genre de documentaire-là, de films-là. Allez chercher des livres où on va traiter de la mort, où on va traiter de la vie après la mort d'une façon simple. OK? Ensuite, est-ce que l'autre question que je vous pose, puis encore là, je veux que vous me répondiez dans les commentaires. Michel, surveille ça dans les commentaires. Je viens de voir passer quelque chose. Je pense que c'est Claire Côté qui dit qu'elle a fait une EMI. Claire Côté, il va falloir qu'on se reparle, vous puis moi, parce que je l'avais lu tantôt, puis je pense que oui, c'est votre commentaire que j'avais vu. On va se reparler, vous et moi, Claire, à propos des EMI. Il y a aussi deux personnes qui m'ont donné des titres de livres. Il y a Sonia qui dit lisez le livre d'Eben Alexander, La preuve du paradis. Oui, oui. Il y a aussi Lise Martel qui dit le livre de Jackie Newcomb, Un ange m'a sauvé la vie. Un ange m'a sauvé la vie. Bien, c'est bien. Allez voir dans les commentaires. Il y en a qui ont proposé des livres. Il y a également Eric Côté qui dit Si le ciel existait. Oui, le film et le livre, parce qu'il y a les deux qui ont été faits avec ça. La prochaine question que je vous pose. Êtes-vous prêt? Si la mort arrivait demain, est-ce que vous êtes prête? En fait, j'ai envie de vous poser la question, êtes-vous prête à mourir? Puis pas tant prête dans le sens de ce qui vous attend après. Non, non. Prête dans le sens de avant. Est-ce que votre valise est faite? Est-ce que vos billets d'avion sont achetés? Est-ce que vos assurances sont prises? Là, je fais des farces parce que je fais encore un parallèle avec le monde du voyage. Mais dans la réalité, là, est-ce que vous êtes prête? Ça veut dire, est-ce que vos préarrangements sont préparés? Est-ce qu'ils sont achetés? Est-ce que vous avez été rencontrer une personne dans un salon funéraire puis vous avez déjà fait tous vos préarrangements? Est-ce que votre testament est fait? Est-ce que vos dernières volontés sont faites? Est-ce que dans le voyage aussi, on ne va pas préparer le après, mais juste au début, est-ce que vous savez qui va vous attendre? Est-ce que vous savez qui va être là? Comment ça va se passer dans votre arrivée l'autre côté? Mais je reviens dans le avant que la mort arrive. Est-ce que vous êtes prêts? Michel? Un commentaire, je crois que c'est Mme Thérien qui l'a dit. Oui. Elle a dit qu'elle n'avait pas fait son testament de peur que ça fasse rapprocher la mort. Bien, savez-vous, ça fait partie des peurs de la mort, ça, hein, Mme Thérien? Oui, hein? Puis ça, moi, je crois que c'est Mme Thérien, là. OK, parfait. Et ça, je vous en parle personnellement. Mon père a toujours dit, à un moment donné, moi, j'ai toujours eu une intuition, j'ai toujours eu des prémonitions. Puis à un moment donné, je disais à mon père, papa, tu devrais faire ton testament. Puis mon père était jeune, il avait 47 ans. J'ai commencé à lui dire ça, il avait 45 ans. Je disais, papa, tu devrais faire ton testament parce que si t'arrivait quelque chose, tes papiers sont pas faits. C'est pas... Non. Mon père disait, non, je fais pas ça mon testament. Moi, je fais mon testament, je vais mourir. Fait que lui, il associait faire son testament à ça va me rapprocher de mourir. Et dans ce cas-ci, 2 ans plus tard, malheureusement, mon père est décédé dans un accident, dans un grave accident. Puis il n'avait pas fait son testament, puis je peux vous dire que ça a été très difficile. Ça a été très particulier comme succession et tout ça. Donc, mon père n'avait rien fait. Puis, non seulement il n'avait rien fait, il n'avait rien fait de testament, il n'avait rien fait de dernière volonté. Donc, il a tout fallu qu'on décide à sa place le genre de funérailles. Puis, dans le décès de mon père, on n'était pas tout seul à décider parce que ses parents étaient encore en vie. Donc, mes grands-parents prenaient des décisions sur leur côté. Moi puis ma soeur, on prenait des décisions sur notre côté. Puis, la fille de mon père prenait des décisions sur son côté. Fait qu'imaginez-vous le genre de succession que ça a donné. OK? Je vous laisse imaginer. Mais tout ça, il a fallu prendre toutes les décisions pour mon père. Puis à ce moment-là, oui, je communiquais avec les personnes décédées, mais encore une fois, je vais le dire comme aujourd'hui, quand c'est les gens qui sont proches de nous, c'est toujours plus difficile. Je parle pour moi là, en tant que médium, communiquer avec les gens qui sont décédés, qui sont proches de moi, c'est très difficile au niveau des émotions. Donc là, je venais de perdre mon père par accident, etc. Et à un moment donné, pendant le service funéraire, on s'est approché de sa tombe, moi, ma soeur et sa femme. Puis on était toutes les trois à côté de la tombe. Puis à un moment donné, je suis venue pour pleurer. Mais vous savez, là, un gros chagrin là, qui vient du fond du cœur, que les épaules te sautent comme ça. Et là, j'ai entendu clairement mon père dire
Ben voyons, ma grande. Et là, ça a fait comme la peine est partie dans le temps de le dire, le gros sourire. Et au même moment, mon père a eu des funérailles très religieuses et très conventionnelles. Ça, c'est-à-dire le 3 jours d'exposition avec une madame qui venait faire sa berger, ressemblons-nous, à toutes les heures au pied de la tombe de mon père. Puis à un moment donné, je voyais mon père assis sur le pied de sa tombe, les pattes dans les airs, puis il était découragé de voir, parce que mon père n'était pas pratiquant. Mais mes grands-parents étaient très pratiquants. Et mes grands-parents voulaient absolument d'un office religieux, etc. Mais je voyais mon père, là, c'est pas qu'il n'était pas content de ça, mais il n'était pas à l'aise dans ça. Mais en quelque part, j'avais le goût de dire à mon père, bien, tant pis pour toi, c'est à toi de faire tes papiers, c'est à toi de faire tes volontés. Puis j'aurais le goût de vous dire la même chose à vous. Puis c'est important. Puis là, je vais aller toucher surtout les dernières volontés. Bon, les préarrangements, c'est correct de les faire parce que ça peut éviter à ceux qui restent d'avoir à payer, à défrayer des coûts, à se poser la question, qu'est-ce qu'il aurait voulu, etc. Fait que si vous pouvez le faire avant, c'est tant mieux. Mais il y a beaucoup de... comment on dit ça, là? Beaucoup de quiproquos, beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui se disent par rapport au préarrangement, que ça coûte énormément cher, puis etc., les frais funéraires et tout ça. Donc, ça, c'est laissé à la discrétion des gens. Mais je mets les préarrangements de côté, c'est pas tant ça, moi, qui m'intéresse, comme de faire, oui, votre testament pour ne pas laisser personne ici prendre des décisions à votre place, pas laisser personne avec plein de problèmes à régler. Bon, testament, c'est encore une chose, mais moi, c'est les dernières volontés. Les dernières volontés, pour moi, ça, je mets un point d'honneur à inciter les gens à le faire. Pourquoi? Bon, à la fois pour dire à ceux qui restent ce que vous voulez, parce que vous laissez le fardeau, quand vous mourrez, vous laissez le fardeau à votre famille de décider si vous êtes enterré, si vous êtes incinéré, si vous donnez vos dons d'organes, dans quel cimetière vous êtes, si on vous ramène à la maison ou pas, quel genre de funérailles, exemple, des funérailles religieuses ou des funérailles conventionnelles à l'église ou dans une salle ou dans une maison privée, où il y a tellement de choix que vous pouvez faire. Mais là, les gens qui restent ici, eux autres, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire puis qu'est-ce qu'ils doivent faire. Surtout si, par exemple, vous décédez, puis ceux qui doivent s'occuper de la succession sont jeunes. Je pense à mon père. Une chance que oui, ses parents étaient là, mais moi, j'avais 26 ans, puis ma soeur en avait 21. Fait que 21, 26 ans, prendre des grosses décisions pour enterrer un de tes parents, c'est beaucoup, ça, quand on ne sait pas dans la réalité qu'est-ce qu'il y en est. Alors, faire ces dernières volontés, c'est important. Puis d'ailleurs, dans mon livre ici, hein, c'est pas pour rien que je vous parle de ça ce soir, dans mon livre, vers la fin, OK? Vous avez un espace, je vais essayer de l'amener ici pour que vous le voyez un petit peu, un espace pour remplir vos dernières volontés. Alors, dans ce livre-là, vous avez 2-3 pages où, par exemple, on vous demande... inhumation ou crémation. Est-ce que vous voulez vous faire enterrer ou incinérer? Puis maintenant, vous pouvez même rajouter l'aquamation. Donc, il y a différentes façons de faire maintenant. Est-ce que vous voulez être incinéré avant la cérémonie ou après la cérémonie? Donc, est-ce que vous voulez être exposé avant? Après ça, vous êtes incinéré ou est-ce que vous voulez être incinéré puis on fait la cérémonie avec l'urne puis la photo du défunt? Est-ce que vous voulez un cercueil ouvert, cercueil fermé? Voulez-vous des fleurs, pas de fleurs? Si oui, quelle sorte de fleurs? La musique, ça a l'air de rien, mais c'est hyper important. Puis, j'ai donné pendant quelques années un atelier là-dessus, puis atelier que je vais redonner aussi dans la prochaine année. Mais la première fois que j'ai donné cet atelier-là, c'était un atelier surprise dans le cadre d'une journée intensive de formation. Et j'avais dit aux gens, il y a un atelier surprise que je vais donner. Et quand j'ai donné cet atelier surprise-là, c'est-à-dire quand j'ai dit, bon, ben là, on est rendu à l'atelier surprise, voici, l'atelier surprise s'appelle « Mes dernières volontés ». Et là, je vous dirais que la moitié de la salle ont réagi en disant, ben voyons, c'est quoi ça, mes dernières volontés? Je fais pas ça, ça va me faire mourir plus vite, je vais mourir, j'ai jamais pensé à ça, c'est pas... Mais là, j'ai dit, écoutez, soyez ouverts, on le fait juste comme ça. Et j'ai posé une première question, il y a des gens qui ont bougonné, mais je peux vous dire que déjà, à la deuxième question, 100% de la salle avait toute mon attention, puis tous les gens
sans aucune exception, ont toutes rempli le document. Puis quand on a terminé cet atelier-là, il y a beaucoup de gens qui sont venus me dire merci, beaucoup de gens qui s'en sont servis. Ma mère a suivi mon atelier et quand elle est décédée l'année passée, elle m'a dit, Mimi, va dans ma filière, va chercher tous mes papiers importants, puis tout ça. Je suis allée chercher ces papiers importants. Puis dans l'enveloppe, j'ai sorti quoi? Bien, j'ai sorti les papiers que j'avais donnés lors de cet atelier-là, puis elle les avait tous remplis. On les a revus ensemble parce que j'ai eu la chance, ma mère, elle a eu la chance de parler de vive voix de ses dernières volontés. Mais c'était mes feuilles d'atelier qui étaient dans ces documents avec lesquels je me suis servie. Pouvez-vous y penser? Donc, oui, c'est important de faire ces dernières volontés pour ceux qui restent, mais aussi pour notre âme. Parce que, oui, moi, je crois à 100% qu'il y a une vie après la mort. Puis que dans cette vie-là, il faut être préparé pour y arriver. Puis dans notre préparation, effectivement, mais il faut, vous savez l'expression qui dit « Oh mon Dieu, elle doit se retourner dans sa tombe ». Tu sais, on est en train de prendre tous les objets de la personne qui est décédée, puis on donne ça aux pauvres, on donne ça aux voisins, on donne ça aux frères, on donne ça aux sœurs, on donne ça à la belle-fille, on donne ça aux gendres, puis tout ça. Puis des fois, on se dit « Mon Dieu, c'est ça qu'elle aurait voulu », puis il y en a qui vont dire « Oh mon Dieu, elle doit se retourner dans sa tombe ». Mais l'expression « se retourner dans sa tombe », ça existe, mais on ne se retourne pas dans notre tombe. Ce que ça veut dire que l'âme, dans son cheminement dans l'après-vie, oui, elle peut être empêchée d'avancer si elle se rend compte, si elle est sensible à de la chicane qui se passe ici ou à des choses qui se passent ici, puis dans lesquelles elle n'est pas confortable. Je peux vous le dire, oui, il y a des défunts qui sont empêchés d'avancer de l'autre côté parce que leurs volontés ne sont pas respectées ici, donc dans un premier temps. Mais le défunt peut être empêché d'avancer s'il n'a pas fait de volonté pantoute. Hein? Si vous l'incinérez à place de l'enterrer, mais que lui, il ne l'a jamais dit, puis il ne l'a jamais écrit nulle part, bien, puis que lui, ça l'empêche d'avancer, d'être incinéré parce qu'il a peur du feu, mais il ne l'a jamais dit, bien, ce n'est pas de votre faute à vous. Mais c'est plutôt de la faute de la personne qui est partie. Donc, c'est pour ça que je vous pose comme question ce soir. Est-ce que vos dernières volontés sont faites? Michel, est-ce que dans les commentaires, il y a des gens qui ont répondu que oui, ils ont des volontés de fait, puis... Il y a France Millette qui dit « Mon testament est fait depuis 22 ans et je suis encore là. » Exact, exact. Nous autres, on a fait notre testament, fait quoi? En 2006 qu'on a fait notre testament, quand on s'est mariés. Fait que ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que nos testaments sont faits. C'est important, puis je vais toujours le dire, ça ne fait pas mourir. Ça ne fait pas mourir de faire son testament. Ça ne fait pas mourir de faire ses dernières volontés. Je peux vous le dire, ça. OK? Puis on le dit... Puis c'est fait parce que l'univers, quand on va mourir, on arrive dans l'univers de nos croyances. J'ai pris des notes là pour vous aussi ce soir. Quand on parle de préparation, prenez conscience de vos pensées. Quand vous parlez de la mort, c'est quoi vos pensées? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Parce que, vous savez, faire votre testament ne va pas vous faire mourir. Par contre, si à tous les matins que vous partez travailler, vous n'arrêtez pas de dire « Ah, mon travail est en train de me tuer. Ah, mon collègue est en train de me tuer. Ah, là, ce job-là va me faire mourir. » Êtes-vous conscient de ce que vous dites? Êtes-vous conscient de ce que vous dites? Vous dites « Ce job-là va me faire mourir. » Bien, ça, il y a bien plus de chances que ça vous fasse mourir que de faire votre testament. Donc, de dire ces expressions-là, bien plus de chances de vous faire mourir pour vrai que d'aller faire votre testament, que d'aller faire vos dernières volontés. Puis ah oui, parenthèse aussi, essayez de ne pas placer vos dernières volontés à même votre testament. Parce que oui, dans notre testament, on va écrire des choses qu'on veut. C'est régulier, ça. Mais essayez de mettre vos dernières volontés à part. Pourquoi? Parce que le testament est souvent ouvert 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, même des fois plusieurs mois après le décès. Donc, comment on fait pour savoir ce que la personne décédée voulait si on ouvre le testament 1 mois après, puis que là, on s'aperçoit, oh mon Dieu, elle voulait être incinérée, puis nous autres, on l'a enterrée. Donc, essayez de séparer vos dernières volontés. Mettez ça dans une enveloppe en évidence pour votre famille. En évidence, ou dites à vos enfants, bon, ben là, s'il m'arrive quelque chose, c'est dans tel tiroir, etc. OK? Michel, est-ce qu'il y en avait d'autres aussi? Oui, vas-y. Carole Chouinard-Tremblay qui dit « Les miens savent exactement ce que je veux. » Ouais. Et il y a Linda Bribeau qui dit « C'est tellement une affaire d'argent, les funérailles. » Je dois dire que oui, mais en même temps, je ne veux pas prendre leur parti, là. Moi, je me fais je suis neutre, OK? Dans ça, je suis neutre. En même temps, c'est des spécialistes. Ces gens-là
quand on est dans les émotions, là, on va dire oui, justement, ils profitent de nos émotions. Mais ces gens-là, ils sont spécialisés. Ils savent qu'est-ce qu'on a de besoin. Ils savent les lois, les règlements par rapport à tout ce qui est les funérailles. Puis là, encore là, je peux en parler en toute conscience de cause. On a fait les funérailles de ma mère il y a 1 an de ça. Et oui, on a été préparés pour les funérailles de maman. On a été préparés parce qu'on a parlé avec elle, parce qu'on s'attendait à sa mort. Mais je peux vous dire, quand on a fait les funérailles de mon père, un accident, on ne s'attend pas en pantoute à ça. On est dévasté. Quand on est dévasté, est-ce qu'on pense à quel cercueil? Puis pourquoi tel cercueil? Mais une anecdote. Quand on a choisi le cercueil pour mon père, parce que mon père devait être exposé, on a choisi un cercueil pour mon père, puis le cercueil qu'on a choisi, vous savez, là, il y a peut-être 10 modèles de cercueil dans la salle où on va visiter, OK? Bon, ben lequel on choisit? On le choisit pour quelle raison? Puis aujourd'hui, c'est encore pire, parce que là, moi, je vous parle de ça il y a 25 ans, mais aujourd'hui, il y a des cercueils qui sont biodégradables, il y a des cercueils en bois, il y a des cercueils, bon, de toutes sortes de cercueils, mais il y a 25 ans, là, il n'y avait pas toutes sortes de cercueils. Sauf qu'on choisissait le cercueil pour sa beauté, pour sa sorte de bois. Comme on choisit une voiture. Oui, puis on choisissait aussi en fonction du budget, parce qu'on s'entend qu'il y a des cercueils qui partent de 1 000 $ à des 10, puis des 15, puis des 20 000 $, OK? On a choisi un cercueil pour mon père. Et quand est arrivée la cérémonie, moi et ma soeur, on a regardé le cercueil, on a dit, mais il me semble que c'est pas celui qu'on a choisi pour papa. Et finalement, le directeur des funérailles nous l'a dit comme après, mais il a fallu qu'il prenne un autre secteur parce que mon père était trop large d'épaules pour le cercueil. Fait qu'ils ont pris le plus large des cercueils, puis même là, les gens sensibles, fermez vos oreilles, mais ils ont été obligés de casser les épaules de mon père pour le faire rentrer dans le cercueil parce que mon père était trop large d'épaules. Donc, la personne qui a de l'expérience dans ces choses-là peut nous guider. Donc, est-ce que, oui, c'est vrai que ça coûte cher des funérailles. Puis, est-ce que ça vaut? Bien, je vous dirais qu'on pourrait en parler longtemps. Puis encore là, je ne veux pas juger, puis je ne veux pas qu'on parte un débat là-dessus. Mais à un moment donné, moi, j'avais une boutique ésotérique à Repentigny. Et on avait été au salon du cadeau. Et quand on avait fait le salon du cadeau, c'est plein d'exposants qui sont là pour les gens qui tiennent des boutiques comme je tenais, des boutiques cadeaux, des boutiques ésotériques et tout ça. Puis il y avait un kiosque où on avait été, ils vendaient des urnes. Puis on pouvait acheter des urnes. Puis les urnes qu'on pouvait acheter se détaillaient, il y avait peut-être une trentaine de modèles d'urnes, se détaillaient pour nous en tant que détaillants, se détaillaient pour nous entre, je vous dirais là, sans jeu de mots, là, entre 30 $ puis 90 $. Une urne, quand vous allez dans un salon funéraire, il n'y a pas d'urne en bas de quoi? 80, ça doit partir à 100 $ jusqu'à... Plus que ça, hein? Je pense que c'est 800-900 $ des urnes puis tout ça. Donc, mais en même temps, on ne peut pas juger combien un commerçant peut vendre le produit qu'il achète au prix qu'il l'achète. Il n'y a pas de loi là-dessus. Tu fais le profit que tu veux sur les objets que tu achètes puis que tu revends. Mais c'est vrai que c'est une industrie qui est particulière. Mais par contre, je peux vous dire qu'ils sont des bons conseillers puis qu'ils peuvent nous aider quand on est dans des moments d'émotion, quand c'est pour prendre des décisions, qu'on n'est pas capable de prendre de décisions. C'est des très bons médiateurs quand, par exemple, deux sœurs sont dans le bureau puis qu'il y a une sœur veut quelque chose, l'autre sœur veut quelque chose. Ils sont des bons médiateurs. Mais ça, je m'excuse, mais ça se paye cette expérience-là. OK? Mais je vous le dis, je suis neutre. Je ne suis pas plus pour, oui, les frais funéraires dans un salon funéraire, puis je ne suis pas plus sur... d'ailleurs, il y a des coops qui ont été mis sur pied, hein, des coops funéraires. Il y a une coopérative funéraire qui fait que c'est des funérailles qui coûtent beaucoup moins cher que les grands salons qu'on connaît aujourd'hui. Michel, tu avais quelque chose? Tes réponses sont tellement courtes que j'ai perdu la question. Mais bon, je vais essayer de la résumer. C'était Éric Côté qui disait que lui, quand tu vas être décédé, il voulait être un arbre. Ça, je pense que c'est une nouvelle façon. Je pense qu'on peut mettre les cendres, là, parce qu'il disait qu'un arbre, ça revient toujours à la vie. Là. Je me suis Éric, la question a passé trop vite, là, mais c'était en gros, c'est ça qu'il écrivait. Ah, aujourd'hui, il y a tellement de façons de disposer les cendres. Puis ça pourrait même être un prochain sujet pour un live, ça. Parce que des choses, tu as le droit, puis des choses, tu n'as pas le droit de faire. Exactement. Puis, les gens sont pas au courant des... Non, puis en plus,
c'est-tu dans un de mes livres que je l'écris, ça, ou c'est dans un atelier? Mon Dieu, j'écris tellement de choses. Que j'en parle de ça, les thanatologues essaient de faire passer une loi pour que les gens ne puissent plus ramener les urnes à la maison, parce qu'imaginez-vous que beaucoup de gens prennent pas de disposition après avoir ramené l'urne à la maison. Donc, les urnes se retrouvent un peu n'importe où après que la personne s'en débarrasse. C'est fou à dire comme mot, là, mais c'est vrai, il y a des gens qui se débarrassent des urnes. Oui, tu allais dire. Jonathan Caron, lui, qui dit « Jamais je vais aller faire mon testament, jamais. Ça a l'air de coûter entre 7 ou 800 du testament. » C'est beaucoup moins cher que ça. Ben oui, je vais vous le dire, là. Nous, à l'époque, on l'a payé 250, puis dernièrement, on a reparlé là, des testaments, puis ça tourne autour de 300. Fait que faire un testament, c'est 300 chez un notaire. Mais regardez sur Internet, parce que parfois, on peut faire des testaments holographes. On peut faire des testaments par écrit. Faites-vous un testament par écrit sur un papier à la maison. Allez l'homologuer chez un notaire. Ça peut coûter moins cher. Faites-les signer par des témoins. Holographe, c'est ça, un testament holographe. Bon, oui, ça peut être contesté s'il y a vraiment des gens qui veulent le contester, mais si vous êtes, je ne sais pas, moi, des parents, vous avez 2 enfants, puis vous faites votre testament, puis vos 2 enfants ne contestent pas le testament, puis la famille ne le conteste pas, il prévaut, là, le testament. Mais c'est beaucoup moins cher que ça, un testament chez un notaire. Good, ça me rassure. Oui, Jonathan, je vous le dis, là. 250, 300 $. Puis il y a peut-être même des notaires. Aller à la chambre des notaires qui viennent de sortir de l'école pour se pratiquer, pour avoir des premiers clients. Bien, peut-être qu'ils vont vous charger moins cher. Hein? Ça, c'est à vérifier. Parce que ça se magasine de notaire à notaire. Oui. Il n'y a pas une charte de prix établie. Non. Il n'y a pas, justement, il n'y a pas de charte par rapport à ça. Ça dépend toujours des notaires avec lesquels on fait affaire. Pour juste continuer sur le message d'Éric tantôt qui disait, parce que finalement, il me disait que l'arbre, ça lui fait penser à la vie. C'est pour ça que... Oui. Tout à fait. Puis, c'est dans nos choix. J'en ai déjà parlé, je ne sais pas si c'est dans un mardi en direct, mais j'en ai déjà parlé. Aux États-Unis, ils sont fous, là. Aux États-Unis. D'ailleurs, mes Américains, ils vont être dans mon Saviez-vous que, ma chronique Saviez-vous que. Mais les Américains ont toutes sortes de façons d'utiliser les cendres de nos défunts, dont, entre autres, mesdames, si votre mari meurt et que vous l'incinérez, vous allez pouvoir récupérer ces cendres puis en faire un vibrateur. Puis là, sursautez pas, là. Tout à fait. Aux États-Unis, vous irez chercher ça sur Internet. Aux États-Unis, vous pouvez prendre les cendres de votre mari décédé, puis vous pouvez aller voir une entreprise qui va faire un vibrateur avec. Mon Dieu, tu vas partir un débat là-dessus. Ben, premièrement, moi, je ne ferais pas ça. C'est complètement fou. Mais bon, c'est ça. On ne partira pas de débat parce que je ne veux pas faire de jugement. Pas de cette façon-là, merci. Pas de cette façon-là. Ça m'amène justement... Oui, vas-y donc. Sylvie Lumina qui dit « J'ai déjà entendu qu'il existe des cercueils en carton. » Oui. Puis ça, j'ai hâte que ça soit arrivé ici au Québec. Parce qu'en ce moment, si on veut un cercueil en carton, il faut le faire venir, je pense que c'est de l'Europe. OK? Mais ce qui est intéressant des cercueils en carton, c'est qu'on peut faire mettre plein de logos dessus, plein d'images dessus, plein de dessins dessus. OK? Michel, fais attention, tu fais bouger mon ordinateur. Oui, excuse-moi, c'est parce que... Tu passes devant le... Puis là, ça fait des silhouettes, puis je veux pas que le monde pense qu'il y a des fantômes. Non, c'est parce que le chat est sauté sa table. Notre petite amie fait des siennes ce soir. Donc, ça m'amène à vous parler de ma chronique « Saviez-vous que ». Alors, cette semaine, le « Saviez-vous que ». J'ai trouvé ça intéressant, puis on va en reparler dans un autre mardi en direct. Saviez-vous que environ 40 000 Américains possèdent une assurance vie qui les assure contre l'enlèvement d'extraterrestres? Il y a des Américains qui sont assurés aux États-Unis contre l'enlèvement d'extraterrestres. Donc, s'ils sont enlevés par des extraterrestres. Alors, par exemple, l'assureur américain UFO Abduction Insurance indemnise ses assurés à 10 millions de $ s'ils survivent à un enlèvement d'extraterrestres. 20 millions si les ravisseurs, soit les extraterrestres, ont envisagé de manger leur otage durant leur captivité. Donc, 20 millions va aller à votre succession si vous êtes capable de prouver que vos parents ou votre famille ont été enlevés par les extraterrestres et ont été mangés
dans les extraterrestres. Puis ça, c'est pas des farces que je vous raconte là. Hein? Et cette société-là, UFO Abduction Insurance, la société prétend avoir vendu plus de 20 000 polices d'assurance depuis sa création en 1987. Ça prend bien des Américains, hein? Oui. Mais là, il va falloir vérifier si au Québec, ils ont ce genre de police d'assurance-là. Le montant que la compagnie d'assurance s'est faite jusqu'à date, c'est sûr qu'ils n'ont pas payé personne. Non, je pense pas. Je pense pas. Puis, je ne sais pas le coût de cette assurance-vie-là. Mais on va en revenir parce que Patrick Giroux, puis je ne me souviens pas aussi, il y en avait Marc-André, je crois, qui m'avait parlé. Oui, je vous ai dit qu'on allait en parler à un moment donné dans un mardi en direct des extraterrestres, c'est sûr et certain. Ça, je vous le dis. OK? Puis j'ai hâte de parler de ça, mais encore là, je veux faire des recherches, je veux faire mes devoirs avant d'arriver puis de vous parler de tout ça. Et mardi prochain, dans notre mardi en direct, vous me l'avez demandé beaucoup, les dons d'organes. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que là, je parle de préparer vos dernières volontés. Ben là, tu l'as un peu dit tantôt, il y en a qui font des affaires. Ouais, mais pas cet organe-là, Michel. Les dons d'organes, est-ce que oui, on doit les faire? Est-ce qu'on doit signer notre carte de don? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça a une influence si on donne nos organes et tout ça par rapport à la vie après la mort? Vous êtes nombreux à m'en avoir posé des questions par rapport à ça. Fait que mardi prochain, manquez pas notre direct, on va parler des dons d'organes. Autre chose que je veux souligner aussi, dimanche qui vient, dimanche le 27 octobre prochain, c'est la nouvelle lune, bien sûr. Donc, vous savez ce qu'on fait à la période de nouvelle lune, on fait notre chèque d'abondance. Alors, dimanche 27 octobre, à partir de 22h38 le soir jusqu'à 22h38 le lendemain, lundi, c'est le temps de faire votre chèque d'abondance. Puis si vous avez envie de savoir comment on fait un chèque d'abondance, comment on met les phrases qui fonctionnent, bien, je vous invite à suivre mon atelier, hein, les chèques d'abondance. Vous allez sur Marilyn Coulombe, sur mon site internet, puis vous allez trouver dans ma section atelier comment faire notre chèque d'abondance. Michel, est-ce qu'il y avait autre chose avant que je passe à la partie message? Non, il y en a beaucoup, mais ça va tellement vite. OK. Donc, vous avez été encore nombreux à être avec moi ce soir. Je veux vous dire un grand merci parce que je me disais, bon, Marilyn, ça fait 3 semaines que je n'ai pas été sur mes mardis en direct. Peut-être qu'il va y avoir un peu moins de gens ce soir et tout ça. My God, vous êtes aussi nombreux que l'habitude, alors je suis contente de vous avoir avec moi. J'ai canalisé des messages de personnes qui sont décédées, des messages, vous m'avez envoyé des photos sur le message de l'au-delà.com. Alors, je suis allée chercher des photos au hasard et le premier message s'adresse à Vitaline Martin. C'est un message de votre mari Théo Galland. Alors, voici le message. Bonsoir. Comme il fait bon de te retrouver. Le temps a passé. Je me suis ennuyée. Je ne te l'ai pas dit encore, mais toi aussi tu me manques. Merci pour les fleurs posées sur ma tombe. Et là, nuance ici. Vitaline, si votre mari est vraiment enterré avec une épitaphe et tout ça, c'est vraiment sur ma tombe. Mais en fait, ce que j'ai ressenti, parce qu'en disant le mot sur ma tombe, ce que j'ai ressenti, c'est d'avoir apporté des fleurs pour lui en pensant à lui, puis en les plaçant dans un certain endroit pour lui. Je continue le message, Vitaline. Je suis heureux, il ne me manque que toi, ma Vitaline. Ce que je donnerais pour te prendre dans mes bras. Pardonne-moi si j'ai attendu si longtemps avant de me manifester. Je te regarde et je suis fière de toi, de tout ce que tu as accompli. Et même si parfois tu as des doutes, tu te demandes pourquoi tu dois faire tout ça, ne perds pas espoir. Il y a une raison à tout ça. Tu vas comprendre quand tu seras ici. La vie ne nous a pas épargnés, mais avant, on était deux pour traverser tout ça. Alors que maintenant, tu dois le faire pour toi. Merci aux gens qui t'accompagnent. Cela me soulage de les voir près de toi. Accepte leur aide parce que parfois, c'est moi qui leur dis de prendre soin de toi. Alors, Vitaline, votre mari Théo veut que vous acceptiez quand les gens vous proposent leur aide parce que des fois, votre mari, surtout si c'est des gens qu'il a connus ici sur le plan physique, il peut les influencer dans leur énergie à aller vers vous. OK? Ensuite, le deuxième message, c'est pour Louise Michaud.
de votre fils, Pascal Gaudreau. Donc, message pour Louise Michaud de son fils Pascal Gaudreau. Salut ma rire. Là, arrête de t'en faire avec tout ça concernant sa mort. Je te l'ai dit, ça ne changera rien. Je suis partie, je suis partie. Si j'ai appris une chose dans la vie, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Fait que arrête. Rire. Je vais bien, c'est ça qui compte. C'est cool où je suis. Oui, je fais de mon mieux pour me démêler avec tout ça. C'est pas grave, ça m'appartient. J'ai fait une connerie, faut que je m'arrange avec ça. Faut pas t'en faire, j'ai pas vraiment eu mal. À vrai dire, j'ai pas senti grand-chose. J'ai juste été un peu secouée. Après, je me suis tellement bien sentie. Je sais que tu m'aimes et que tu penses à moi. Tu me le demandes tellement, rire. Oui, je veille sur toi, mais je peux pas toujours être là. Je fais de mon possible. Moi aussi, je t'aime, ma. Puis, je t'embrasse en te serrant dans mes bras. Alors, message pour Louise. Puis, je vais vous dire à tous ceux qui écoutent en ce moment-là, partagez la vidéo, partagez les mardis en direct parce que ces messages-là, il faut qu'ils rejoignent les personnes à qui ça s'adresse. Puis si vous êtes à l'écoute, puis que vous avez donc l'impression que le message vient vous chercher puis que ça vous parle, bien c'est peut-être un défunt qui est en arrière de vous, qui vous tape sur l'épaule puis qui vous dit « Écoute, là, moi aussi, je te dirais ça si je pouvais avoir la possibilité d'être canalisé. » Fait que prenez-le aussi pour vous, les messages. Et là, j'en ai un dernier. Un dernier qui est un peu particulier. Le message est pour Nathalie Coulombe de son mari Marcel Fauché. Et je dois vous dire que Nathalie Coulombe, c'est ma cousine, puis que Marcel Fauché, je l'ai très bien connu, très bien, je l'ai croisé à quelques parties de famille et tout ça. Puis Nathalie, tu vas trouver ça spécial. Je vais te donner son message, là, puis en cours de route, je vais te dire pourquoi. Alors, le message va comme suit. Salut! Ça me fait plaisir de te parler, surtout que j'ai essayé avant. Rire. Et là, je dois faire ma parenthèse, Nathalie. Il y a quelques jours de ça, j'ai vu Marcel dans mes prémonitions, dans mes visions, dans ma vie de tous les jours. Puis c'est curieux parce que Marcel essayait de me parler de Léonie. C'est comme s'il me disait que Léonie avait envie de parler à son père. Et ça, Nathalie, on pourra s'en reparler, toi puis moi, mais ça a fait tout de suite une référence à ça. Alors, je reprends le message, Nathalie. Salut! Ça me fait plaisir de te parler, surtout que j'ai essayé avant. Rire. Je te conterais des menteries si je te disais que ça ne me fait plus rien après toutes ces années. Au contraire, je suis bien, mais je me sens loin de ma famille. Ça veut dire impuissant. Je te trouve brave et courageuse d'avoir continué. Je t'ai tout pardonné. Avec les années qui passent pour toi, il ne faut pas que ce soit pesant. Je sais que tu fais toujours de ton mieux. Les petits, je les ai tous vus rire. Je suis content qu'ils vous choisissent. Je suis heureux pour vous. Non, je ne suis pas prêt de revenir. J'ai encore trop de choses à faire avec vous autres. Et toi, quand tu seras ici, je te raconterai. T'es mon amour, peu importe le temps qui a passé pour toi. Je peux pas tout arrêter, impuissant. Mais je suis avec vous. Je suis fière de ma famille. Tu es une belle femme, Nathalie. Je suis fière d'avoir été avec toi et j'espère pouvoir finir ce que j'avais commencé avec toi dans une autre vie. Je vous embrasse toutes. Alors, Nathalie, message de ton mari Marcel, avec une petite parenthèse pour Léonie. Alors, c'est ce qui va conclure notre mardi en direct pour cette semaine. Encore une fois, je vous dis un grand merci pour tous vos vœux de prompt rétablissement. Je vais prendre encore quelques jours. Je reviens graduellement répondre à vos courriels, répondre à vos commentaires, répondre à certains de vos messages. Mais je vous le dis, là, j'en ai des tonnes à répondre, donc soyez patients. Merci d'avoir été présent et présente avec moi ce soir. Merci, Michel. Hein, ça fait plaisir. Et comme je vous dis, je vous donne rendez-vous à mardi prochain où on va parler des dons d'organes. Entre-temps, bonne fin de soirée à tous. Bye bye.